Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois David Elbaz. Bonjour David. Bonjour Fred. Alors, tu es un astrophysicien spécialisé dans l'étude de l'origine des étoiles, des galaxies et des trous noirs. Tu as participé à la découverte de lois universelles et à la production des images les plus profondes de l'univers dans l'infrarouge. Tout ce savoir, tu nous l'offres au travers de spectacles et de livres. Tu partages ta passion pour l'univers et pour l'infini. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour explorer tes émotions et tes apprentissages sur ton parcours d'astrophysicien vers l'infini. Et puis, on plongera justement dans ton univers, c'est le cas de le dire, pour comprendre comment tu fonctionnes, comment tu vois la vie et comment tu prends tes décisions. On va se mettre à ta place et notre exploration sera agrémentée d'illustrations et d'informations apportées par Rebecca qui viendra ici sur le plateau. C'est parti pour ton parcours. David, tu es né en 1966 à Neuilly-sur-Seine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes souvenirs d'enfance ? Mes souvenirs d'enfance, c'était un enfant heureux, naïf, insouciant. C'est peut-être une des caractéristiques qui me correspondent le plus. Pour donner un exemple, j'avais une prof de français qui était très très dure à l'école et elle interrogeait les élèves, elle était toujours très dure et quand elle s'intéressait à moi, elle n'osait pas me poser de questions. À la fin de l'année, elle m'a dit, vous savez, je vous ai jamais posé de questions parce que quand je regardais votre visage, j'avais envie de rire. Et j'avoue que moi-même, j'ai jamais réussi à me prendre au sérieux et c'est quelque chose qui reste de mon enfance, j'y crois pas. Et tu pensais déjà à l'infini, à l'univers, tout ça ? Non, j'y pensais beaucoup parce que j'avais une peur de la mort extraordinaire. Tous les soirs, avant de m'endormir, j'avais l'impression que je ne me réveillerais pas. Et cette peur de la mort est pour moi très liée à l'infini, à l'univers. Je m'en suis pas rendu compte, mais c'est très rapidement, ça s'est transformé en une quête des mystères de l'infini. Ça. Et je ne savais pas qu'on pouvait être payé à faire ce que je fais. Encore maintenant, je m'attends à tout moment que quelqu'un frappe à ma porte et me dise, dites-moi, sortez, c'est fini. Parce que être payé à étudier les étoiles, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé que c'était un métier. Alors, attiré par les étoiles, tu te diriges justement vers l'univers. Rebecca. Vous parvenez à intégrer l'École nationale de physique de Grenoble et en 1990, vous obtenez un diplôme d'ingénieur. Vous devenez ensuite docteur en astrophysique de l'Université Joseph Fourier, puis conseiller scientifique auprès de l'Agence spatiale européenne pour la sélection de ses futures missions et membre du comité d'évaluation sur la recherche et l'exploration pour le Centre national d'études spatiales. Vous êtes auteur et co-auteur de 261 publications, dont plus de 70 avec plus de 100 citations. Et vos travaux sur la formation des galaxies ont été primés par le prix Chrétien de la Société américaine d'astronomie. Parallèlement à vos activités de recherche en astrophysique, vous travaillez à la diffusion des connaissances scientifiques grâce à la culture et à travers des spectacles, des livres, des conférences, des documentaires et dans les médias comme aujourd'hui ici. Vous dites que pour avancer dans la connaissance, il faut accepter que l'impossible soit possible et s'autoriser à voir des choses que les autres ne voient pas. C'est très vrai. Alors, s'autoriser à voir des choses que les autres ne voient Oui, pas, c'est ce que tu disais quand tu as voulu démarrer ta thèse. oui. Et en fait, ça peut paraître flou ou philosophique, ça peut paraître un concept purement philosophique. Et en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une image de l'univers et dedans, il y a quelque chose qui est là, mais que vous ne voyez pas parce que vous pensez que ça ne peut pas exister. Et donc, en changeant de perspective, vous voyez la chose. En regardant avec certains a priori. Par exemple, le fait d'avoir des biais, on dit souvent, pour faire de la science, il faut être objectif, il ne faut pas avoir des biais. En fait, c'est complètement faux. C'est grâce à ces biais que vous allez voir faire sortir du bruit des choses. Ce que j'applique là dans une image de l'univers, quand on plonge dans l'invisible et qu'on fait sortir des galaxies qu'on n'avait jamais vues avant, ça fait partie des choses qu'on a fait. Je le retrouve dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, quand on croise quelqu'un, on peut a priori penser que cette personne pense ceci ou cela, et dès lors qu'on change de point de vue, on s'aperçoit que cette personne change. Ça m'est arrivé d'être en tension avec quelqu'un, de me dire à partir de maintenant, je ne veux plus être en tension avec cette personne, je vais la voir, elle ne le sait pas, et elle me sourit. Bon, ça veut dire qu'il y a un aller-retour permanent entre notre façon de regarder et ce qu'on arrive à voir de manière objective dans l'exploration de l'univers. Et donc, pour moi, c'est très important de penser l'idée que l'impossible est possible. Et alors, à force d'obstination, tu as eu le droit de faire ta thèse parce qu'en fait, c'était pas si gagné que ça, hein, au départ, hein. Tu Oui, étais allé voir, tu allé toquer à toutes les portes pour oui, savoir qui voulait bien te prendre en thèse. oui. Alors, faut dire,
parcours un petit peu particulier, c'est qu'en fait, j'ai doublé la seconde et j'ai doublé la terminale. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi j'avais pas doublé la première, et c'est parce qu'à l'époque, on pouvait pas. Donc j'ai pas là, j'ai échoué et Tu as j'étais échoué à doubler. oui. D'accord. Bon après, c'est parce que j'étais très distrait, j'étais très voilà et après quand j'ai fait des études, scientifiques, les classes préparatoires, école d'ingénieur et tout ça, j'ai voulu faire une thèse et je suis allé voir, le master, d'astrophysique et on m'a dit: «Dites donc, vous avez fait l'étude d'astrophysique?» J'ai dit: «Non, donc vous n'aurez pas droit à tous les sujets», donc j'avais pas droit de voir la liste des sujets. Donc je suis allé dans les laboratoires et j'ai dit aux chercheurs: «Dites-moi, ça vous dirait de travailler avec moi?» C'était un peu différent de l'approche classique et puis c'est comme ça que les choses se sont faites petit à petit. Et en première année de thèse, tu saisis une opportunité qui va changer ta vie. Oui, oui, alors ça c'est vrai. Il y a eu à un moment donné une conférence, j'étais en première année de thèse et il y a un Américain, qui, organise une table ronde. Je ne donnerai pas le nom, mais il s'appelle Leo Blitz et cet Américain, vient me voir et me dit: «J'ai cru comprendre que tu travaillais sur un article pour répondre à l'énigme de cet objet qu'on vient de découvrir dont on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu veux venir à cette table ronde?» J'ai dit: «OK». Ensuite, j'ai demandé aux autres étudiants qui étaient là qu'est-ce qu'ils auraient fait, est-ce que j'ai bien fait. Ils m'ont dit: «Mais tu vas te faire massacrer. C'est que des spécialistes et dans une table ronde, c'est un débat. Ils vont te tuer.» Et donc là, je me suis dit: «J'ai peut-être fait une erreur.» Donc j'arrive là. Et puis la veille au soir, il me dit: «Je vais te poser une question à laquelle tu ne sauras pas répondre.» Donc c'était histoire de me faire comprendre dans quelle ambiance j'allais me plonger. Et une fois que j'étais dans cette table ronde devant un amphithéâtre rempli de chercheurs et que moi j'étais un tout jeune chercheur, je raconte ma théorie, bon voilà. Et lui il me dit: «Bon voilà, maintenant j'ai une question pour toi.» Il me pose la question. Et une question à laquelle j'avais pas de réponse en fait. Et là, à ce moment-là, m'étant mis dans ces conditions-là, je regarde vers le haut, je vois la galaxie. Je la vois, il fallait que je crée quelque chose. Et je m'aperçois qu'autour d'elle, je regarde, les gens, je ne sais pas comment ils m'ont vu, je vois qu'il y en a d'autres qui s'approchent, etc. Je commence à imaginer un scénario. Cette galaxie est dans une mégalopole de l'univers, il y a des rencontres, je décris ce que je vois. Là, il y a quelqu'un dans la salle qui dit: «C'est exactement ce que je pense, ça doit être ça, etc.» Je ne sais pas, les gens ont dû croire que j'avais vraiment trouvé une. Les gens qui ont décidé de mon avenir étaient dans la salle. Et je pense que ce moment précis a fait que j'ai eu un poste d'astrophysique après. C'était un peu du bluff, mais bon. Ouais, tu étais, rêveur et tu savais aussi, bien raconter parce qu'en Oui, fait, c'est ça qui est important, dans ton métier, dans l'astrophysique, c'est de savoir, raconter, oui, ça c'est très justement, important. les récits. Alors tu es aujourd'hui, spécialisé dans l'étude de la formation des galaxies. C'est quoi ton quotidien, d'astrophysicien? Mon Ça ressemble à quoi? quotidien, d'abord, c'est d'interagir avec des jeunes chercheurs, des étudiants, des postdoctorants, des collègues avec qui on s'interroge. On lit l'actualité chaque matin, on lit les articles qui sortent. Et puis, il y a aussi des côtés administratifs. Voilà, on en entend beaucoup parler, des chercheurs qui doivent chercher des fonds, etc. Mais on est privilégié parce qu'on est dans un environnement privilégié avec des gens qui se posent des questions sur l'univers. Et de temps en temps, des journalistes m'interrogent en me demandant: «Mais qu'est-ce que vous pensez de ça?» Et je trouve que c'est vraiment enrichissant de pouvoir traduire ce qu'on apprend de l'univers dans un langage qui nous concerne tous. Et finalement, je me rends compte que mon métier me change, me transforme. En essayant de traduire ça, je me rends compte que ça modifie complètement mon expérience du quotidien. Et donc, je pense que je suis très privilégié pour ça. Alors, tu as travaillé, sur la production de la plus vieille ou de la plus profonde photo de l'univers. Alors, elle est vieille comment? Et est-ce que cette photo, a marqué un tournant dans la recherche? Alors là, on voit sur les écrans des superbes photos de galaxies. Je pense que tu pourras nous les commenter après. On va Ouais, les on revoir voit plusieurs beaucoup. fois. En fait, ce qu'on voit là, c'est beaucoup de poussière interstellaire. Et la poussière interstellaire, c'est là où naissent les étoiles. Et donc, l'un des objectifs, c'est que la plupart des naissances dans l'univers se passent dans l'invisible. Et si on veut voir la naissance des premières sources de lumière, des premières galaxies, des premières étoiles, pour comprendre si les lois de la physique qui sont là fonctionnent, il faut aller voir dans l'invisible. Et c'est C'est pas ça facile. la spécialité dans laquelle je travaille, c'est de regarder dans l'infrarouge, qui voit la poussière d'étoiles, qui est une forme d'invisible parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux, et qui nous parle d'un autre invisible, qui sont les composantes sombres de l'univers, qui sont à l'œuvre et qui façonnent la masse qui va faire une étoile, qui va faire une galaxie. Alors juste sur, alors il y a plusieurs types de photos. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois, ce que tu, reconnais, par exemple Alors, ça qu'est-ce que c'est ça? par exemple, là, ce qu'on voit, c'est au moment de la mort d'une étoile, l'étoile va avoir une onde de choc, va provoquer une onde de choc qui
signale la fin, là c'est la naissance d'une étoile, qui signale donc à la fois la fin d'une étoile et en même temps qui engendre de nouvelles générations d'étoiles. Dans l'univers, à chaque fois qu'une étoile meurt, à chaque fois qu'elle a un vent, ou là c'est la supernova du crabe, et sont en train de naître des éléments, les atomes qui nous constituent, et de nouvelles étoiles vont naître. Il y a un cycle comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la proportion de carbone, d'azote, d'oxygène qu'il y a dans notre corps, qui font le vivant, le carbone c'est un atome qui adore partager ses électrons et se lier avec d'autres. Eh bien, pourquoi on est fait de ça? Parce que tout simplement, dans les étoiles, il y a des additions qui se font. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. Et quand on fait 3 fois 4, c'est le carbone. Quand on fait 4 fois 4, c'est l'oxygène. En fait, nous sommes faits vraiment de ces additions qui se passent dans les étoiles. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, sur cette image en particulier, c'est encore un niveau au-dessus. La lumière est rayonnée par la vibration de molécules très complexes dont on pense qu'elles sont les briques à l'origine de la vie. Ce sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques, oubliez le mot, mais la lumière qu'on voit là grâce au télescope spatial James Webb, grâce à une caméra qui a été réalisée d'ailleurs grâce au CEA, eh bien, on voit là la signature de ces molécules qui sont les premières étapes qui vont participer à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la complexité qu'on voit ici sur Terre, elle est en train de naître partout dans l'univers. On voit de l'eau. De l'eau, quand on dit qu'il y a peu d'eau dans le désert, dans l'univers est imbibé d'eau. Alors bien sûr, à des très faibles densités, mais on en voit partout, jusqu'aux confins de l'univers. Et comment on fait pour la voir? Parce que lorsqu'une molécule d'eau vibre, elle fait de la lumière. Alors, en parallèle de ta carrière de chercheur, tu es directeur de thèse, tu es auteur et co-créateur de spectacles de musique, de jonglerie, d'art en tout genre et de magie, toujours autour du thème de l'astronomie, bien sûr, et de la découverte. Qu'est-ce que permet l'art? Qu'est-ce que ça apporte l'art, justement, à ta discipline d'astronomie? Mais j'aime bien penser à un concept qui est ce que j'appelle le double regard. Là, en ce moment, on se voit en 3D. On n'est pas sur Zoom. Et pourquoi on se voit en 3D? Parce qu'on a deux regards, celui de l'œil droit et l'œil gauche, qui regardent le monde chacun en deux dimensions, mais on accepte deux regards séparés. On n'est pas dans la confusion des deux regards. Et si on accepte deux regards séparés qui voient le monde, chacun avec ses propriétés, émerge une troisième dimension, qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre. La confrontation des regards de la science et de l'art, de la danse, du spectacle, avec l'écriture et la science, pour moi, c'est combiner les regards pour faire émerger quelque chose d'autre, des idées nouvelles. Ça me nourrit, ça va me nourrir même dans mes axes de recherche, et je pense que la science peut nourrir l'art aussi. Alors, comment tu transmets cette passion à tes étudiants en thèse? Ben, Et comment tu vois si ça a marché? Alors, alors, comment je vois comment ça a marché, par exemple? J'avais un jeune chercheur qui travaillait avec moi, qui est d'origine grecque, dont je ne donnerai pas le nom, mais c'est Georgios Magdis, et je donne toujours les noms. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'il ne faut pas donner les noms. Et qui était tout timide. Quand il est venu travailler avec nous, il posait des questions naïves, il n'était pas sûr de lui, etc. Et progressivement, je m'étais donné comme objectif, c'est l'objectif que je me donne toujours, c'est de dire à mes étudiants que l'intelligence, c'est un paramètre dont il ne faut pas penser. Le QI, tout ça, n'a aucune valeur. Ce qui compte, hein, c'est comment on va aborder les questions, comment on va nourrir nos questions, comment on va... Et donc, il a progressivement pris confiance en lui. Il est devenu maintenant un chercheur qui a un poste permanent, etc. Et j'étais à une téléconférence, il n'y a pas très longtemps, avec un consortium international qui a dit, nous, notre consortium international doit accélérer le rythme parce que d'ici peu, on va se faire doubler par ce seul Georgios Magdis qui était en train de faire une découverte très importante, plus vite qu'eux. Un consortium nourri de plusieurs pays qui s'inquiétaient de la puissance de ce jeune chercheur que j'avais vu. Pour moi, ça c'était... J'ai pas de mots pour le dire. Alors, tu partages. On a vu ici quelques couvertures de livres. J'ai ici un de tes livres, La plus belle ruse de la lumière, Oui. qui est donc aux éditions Odile Jacob. Est-ce que tu peux nous en dire juste un mot? Oui, bien sûr. C'est un livre dans lequel j'essaie de raconter pourquoi la vie existe dans l'univers et qu'elle n'est pas juste le fruit du hasard. Il ne s'agit pas d'une intention créatrice, mais c'est pour montrer que depuis le Big Bang, depuis 13,8 milliards d'années, l'univers s'organise. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, que l'univers va vers toujours plus de chaos, il a formé les atomes, les molécules, les étoiles, les planètes. Et quel est l'acteur qui a permis ça? C'est la lumière. Ce livre raconte comment la lumière a façonné les formes de l'univers. La lumière, c'est le véritable rodin de l'univers, et qu'en quelque sorte, on est les enfants de la lumière. Et c'est de la physique, mais en même temps, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde pour raconter notre histoire, une histoire façonnée en lettres de lumière.
Alors, c'est l'heure pour nous de passer à notre séquence passion, même si on a déjà compris toute la passion qui t'anime. Ton monde à toi, c'est l'astronomie, les galaxies et l'univers, l'exploration et la recherche, Rebecca. Et parmi vos objectifs, plonger dans l'invisible grâce aux outils que vous avez à disposition, vous dites qu'on est capable d'expliquer comment le monde change, mais incapable de réellement expliquer le monde tel qu'il est, mais que les impossibles d'aujourd'hui sont les possibles de demain, que presque tout repose sur une et même question que tout le monde se pose, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait là, et que tout l'enjeu pour les scientifiques aujourd'hui est que tout le monde soit concerné par les problèmes à l'échelle mondiale, puisqu'on apprend beaucoup des autres, que tous les travaux d'astrophysique sont interconnectés les uns aux autres, puisque l'univers n'en finit jamais. Et vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs, et vous pensez même que ça fourmille. Exact. Alors, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de s'entretenir avec un astrophysicien. C'est ma chance et notre chance à tous aujourd'hui. Donc, je voudrais te poser quelques questions, les questions que tous les grands enfants en nous se posent. Alors, l'univers, il est vieux comment? Il est grand comment? Et est-ce qu'il est vraiment infini? Alors, à ces 3 questions, il y a une réponse simple. En fait, on ne sait pas. Maintenant, je vais donner la réponse qu'on donne plus souvent. L'univers a connu un Big Bang il y a 13,86 milliards d'années. Mais on ne sait pas si c'est le commencement, si c'est le début. L'univers est-il C'est infini? un milieu de cycle. On- Il y a beaucoup de théories, disons qu'on sait que l'univers est en expansion. La partie observable de l'univers est en expansion depuis 13,8 milliards d'années. Mais il y a des théories selon lesquelles l'univers est infini et dans lesquelles des univers germent un peu partout. Euh, on est en train d'essayer de voir si on peut les tester, mais c'est très difficile à tester. Et puis il y a un horizon, comme si on était sur un bateau au milieu de l'océan. Et puis on a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas voir. Et si quelqu'un sur un bateau voit de l'eau tout autour de lui, il ne va pas se dire il n'y a pas de ville, on a enlevé tous les continents. Non, il sait qu'il y a une limite à ce qu'il peut voir. Ben, nous, on a un horizon autour de nous qui fait qu'on ne peut pas voir au-delà de cette limite. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon de l'univers? On pense que ça ressemble beaucoup à ce qui est là où on est. On pense que l'univers est assez homogène. Et finalement, dernier point, c'est que l'univers n'est pas le présent. Ce qu'on voit, c'est le passé, puisque la lumière met du Oui. temps à nous arriver. Et donc, en d'autres termes, l'univers doit être considéré comme le livre de notre histoire. Et quand on l'explore, on ne cherche pas à comprendre ce qui est loin. On cherche à comprendre ce qui est dans cette pièce. Il y a des parties invisibles ici. On pense qu'il y a de la matière et de l'énergie qu'on n'arrive pas à détecter, qu'on voit dans l'univers. Et l'univers nous permet de voir l'invisible. Alors, on a une question pour toi d'un de tes collègues, Ah. très admiratif de tous tes travaux. Il s'agit de Vassilis Charmandaris. Ce qui m'a toujours impressionné avec David, c'est sa capacité d'innover et produire des idées originales, non seulement en astrophysique, mais aussi dans d'autres domaines, comme l'art et la culture. Je n'ai pas réussi à trouver son secret d'inspiration. Pourrait-il les partager avec nous? Merci. Alors, eh bien, c'est une bonne question parce que finalement, comment on fait pour avoir de l'inspiration? Moi, je suis persuadé qu'on est imprégné d'idées innovantes, d'idées géniales. Il n'y a pas de génie, on en est imprégné. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a du mal à les faire émerger. Et un jour, j'étais en mission en Suisse et j'étais chez l'habitant et il y a quelqu'un qui me dit: «Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes astrophysicien. Voulez-vous que je vous donne le secret pour innover, pour avoir des idées nouvelles, pour faire des découvertes?» Je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver?» Il me dit: «Première chose, vous nommez la question, vous la nommez précisément. Deuxième chose, vous vivez avec. Le matin, le midi, le soir, quand vous prenez votre douche, quand vous mangez, elle vous accompagne partout.» Et effectivement, pour moi, le secret pour avoir des idées nouvelles, pour innover, pour répondre à nos questions, c'est de vivre la question au quotidien et de prendre tous les éléments qui nous entourent comme des éléments possibles de réponse. Et on s'aperçoit que finalement, on est en communication permanente avec les uns les autres et que chacun apporte son petit bout de réponse et on se nourrit de l'autre. Merci David. C'est le moment pour nous de passer à la séquence suivante. Alors, séquence actu, on voudrait te parler de ton dernier projet en cours, Rebecca. Vous aviez fait un film pour Arte, l'astronome et l'Indien, qui crée la rencontre entre deux approches, deux mondes, celui de l'astronome et de l'Indien. Et à la suite de ce film, les Indiens en ont fait une cérémonie, ce qui vous a poussé à faire cette fois une bande dessinée, Alma, qui sortira en
septembre 2024, une fiction qui revient sur cette rencontre entre les Indiens et chamans qui feront une découverte scientifique grâce à ce choc des deux cultures. Et vous prévoyez également un spectacle qui s'intitule Qu'est-ce qu'on fait là? Un seul en scène avec des histoires autour du questionnement et quelques anecdotes personnelles. Alors dans cette BD, tu mets en avant une découverte rendue possible par la rencontre de 2 cultures. Mhm. Donc ça rejoint un petit peu ce que Exactement. tu nous mentionnais dans le Oui, sens, voilà, on se pose des questions et puis au contact, oui. du quotidien et des autres, on trouve des réponses. Est-ce que tu penses justement qu'il y a, une source d'inspiration à, la multiculturalité, Oui. qui peut justement nous faire comprendre l'univers? Oui, parce que les gens demandent qu'est-ce que vous êtes? Scientifique? Vous êtes médecin? Vous êtes artiste? Et puis on se met dans une boîte. Ah ben moi je suis artiste, moi je suis scientifique. Et on se ferme des portes. On doit bénéficier de toutes les dimensions possibles. Quand on est face à l'inconnu, face à l'invisible, il faut prendre tout ce qu'on peut. Quand j'avais rencontré les Indiens dans le désert de l'Atacama, les réalisatrices Sylvie Bloom et Carmen Castillo m'ont dit, tu sais, elles m'ont dit juste quand on est arrivé, c'est pas sûr qu'on fasse le film, parce qu'ils vont te poser une question, et en fonction de la réponse que tu leur donneras, on fera ou pas le film. Bon, ils me disent, voilà, toi tu fais de l'astronomie, nous ce qui nous intéresse, c'est ce qui apporte quelque chose aux hommes. Si tu n'apportes rien aux hommes, ce que tu fais m'intéresse pas. Et moi je suis astronome, et entre nous, ce que je fais dans le genre utile, il y a mieux. Et là, je les regarde, je leur dis, écoutez, moi, je ne vais pas vous mentir, nous, ce qu'on fait ne sert à rien. On n'est pas comme vous en train de regarder le ciel pour savoir si la culture sera bonne ou je ne sais pas quoi. Je dis, mais par contre, et là, je parle de mes 2 regards. Je dis, vous avez un regard, j'ai un regard. Et lorsqu'on combine les 2 regards, en les acceptant leur différence, on fait émerger autre chose. Ils ont souri, on a fait le film ensemble. Et ça m'a nourri pendant toute ma vie. Ils m'ont d'ailleurs confronté directement à la question fondamentale qui a fait que j'ai fait l'astronomie, cette question qui est que pourquoi on meurt? Je suis désolé de poser cette question, c'est une question qu'on ne pose jamais, qu'il ne faut pas poser, mais c'est une question qu'on a toujours en nous. Et je trouve que c'est tellement 2018 comme question. C'est dépassé cette idée de mourir. J'arrive au télescope, l'Indien me regarde et il me fait « Bon, j'ai vu le télescope, tout ça, d'accord, mais toi, qu'est-ce que tu penses de la mort ?» Il me dit ça, c'est la seule... Paf, il me pose cette question-là. J'ai un silence mais monstrueux qui est resté dans le film. Et je dis, bah écoute, bah, et voilà. Et finalement, je me suis rendu compte que quand on fait se croiser 2 regards, ça nous ramène dans notre dimension d'humilité. On n'est pas dans la dimension toute puissante du docteur en astrophysique, docteur en médecine ou quoi que ce soit. Et on retrouve la dimension de l'enfant. Vous savez, tu sais, Lao Tzu, c'est le grand sage chinois, et ben, ça veut dire le vieil enfant. Et ça, pour moi, d'arriver à garder cette dimension de l'enfant, c'est fondamental. La bande dessinée en question, c'est la rencontre d'un astronome avec une jeune fille qui ne parle plus parce qu'elle a perdu sa mère et qui va retrouver goût à la vie par le regard sur l'univers, qui va la reconnecter à la réalité, au monde. Et lui, en apportant quelque chose à elle, va se rendre compte qu'il est transformé, il va voir quelque chose qu'il n'avait pas vu avant, il va faire une découverte. Bon, je ne veux pas tout révéler, hein, mais... Ah non, on garde le teaser. Alors, l'humilité, le goût de la vie. Merci beaucoup, David, pour tout ce partage enrichissant. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission. C'est le Quizella. Alors, le Quizella, c'est quoi? C'est une séquence de questions rapides. Je te pose des questions et tu me fais des réponses aussi rapides que possible, même si certaines sont assez difficiles. Alors, c'est parti. Si tu pouvais voyager dans une autre galaxie, tu irais où? Andromède, Ta plus grande source d'inspiration? mes enfants, Ta potion magique à toi? mes enfants. Est-ce qu'un trou noir risque de nous aspirer un jour? Non, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on va finir par vivre sur Mars, comme en parle Elon Musk? Je ne pense pas, je ne crois pas et je n'ai pas envie. Si tu rencontrais un alien, tu lui poserais quelle question? Qu'est-ce qu'on fait là? Combien d'étoiles naissent chaque seconde? Il naît environ 10 000 étoiles par seconde dans l'univers observable. Ta potion magique à toi? La méditation. Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit? Voir un enfant qui a faim. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi? Je voulais être danseur.
Ah bah, tu fais un petit peu tes spectacles et tout, de danse, voilà, tu fais même des seuls en scène. Quelle est pour toi, la plus belle galaxie connue? Je dis, la plus belle galaxie connue, c'est peut-être pas la plus belle, mais celle qui a changé ma vie, elle s'appelle F10214 + 4724. Ah quand même, oui, un sacré nom. Quelle est la question sur laquelle tu travailles actuellement? En ce moment, je travaille sur la question de savoir, si les trous noirs, sont des géniteurs, sont féconds de l'univers. Est-ce que les extraterrestres sont déjà parmi nous? Parmi nous sur Terre, là, maintenant? Mmh. Je ne pense pas. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Ça serait de les rencontrer et de leur parler. Ah! Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains et tous les aliens de l'univers, pourquoi pas, étaient en train de regarder l'émission des pionniers aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Achetez mon livre. Ah bah oui, achetez. Voilà. La plus belle ruse de la lumière, édition du Jacob. Très bien, merci beaucoup, merci David de t'être, prêté au jeu. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée, Agua de Marzo, d'Elis, Regina. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette chanson? Pourquoi Oui, tu l'as c'est choisie? une chanson que j'ai choisie parce que c'est un rythme et qui est un rythme, elle dit: «Il y a des pierres, il y a de l'eau», ça parle de l'écoulement de l'eau au moment de Mars. Une répétition comme ça du «c'est ceci, c'est cela» et en même temps, il y a quelque chose d'ambigu. On entend le mot qui se répète et à chaque fois, c'est des choses différentes et c'est tout le mystère de l'univers et au milieu de la chanson, elle dit: «C'est tout le mystère de l'univers». Tout le mystère de l'univers. Merci beaucoup David de nous avoir partagé, tes émotions, tes apprentissages sur ton parcours de pionnier. Merci beaucoup, Nora. Merci beaucoup.